Au cœur d'un immense continent bleu, le Pacifique, il est une île, une oasis qui a un nom de princesse, Bora Bora. Au premier regard, elle vous fascine par sa quiétude et son majestueux lagon dégradé de bleu turquoise. L'île est dotée d'un relief puissant. Habillé d'une végétation d'un vert lumineux, le mont Otenamu culmine à 727 mètres. Pour le voyageur, Bora Bora est comme un rêve. Que ce soit dans le lagon translucide ou le bleu profond de l'océan, Bora Bora est un aquarium où l'on peut observer une fabuleuse faune aquatique. Afin que Bora Bora reste un joyau scintillant, un homme, un passionné, Moeava de Rosemont milite à travers son association pour que les raies manta, ces élégants oiseaux des mers, restent les reines du lagon. Donc quand j'ai commencé en arrivant à Bora Bora, que j'ai découvert le site de Hanao et ces fameuses raies manta, j'ai commencé un programme d'identification à titre personnel. C'était en fait à la base pour dénombrer au début le nombre de mantas qu'on pouvait avoir dans le lagon. Et puis suite à... donc ça a commencé en 2002 et puis après en 2004, afin de valider et d'avoir un petit peu plus de moyens pour pouvoir pousser un petit peu plus nos recherches et surtout les contacts qu'on avait avec, que j'avais commencé à entreprendre avec des biologistes. Donc on a eu l'idée de créer l'association Manta Polynesia Research and Protect. La commune de Bora Bora nous a soutenus et par le biais de moyens financiers, nous bénéficions d'une subvention annuelle qui nous a permis la première année d'acheter un bateau pneumatique et la deuxième année de mettre en place une patrouille lagonaire qu'on fait tourner à peu près 3 fois par semaine, puisse avoir une sorte de contrôle et de regard d'observation sur le lagon. Ça nous permet de faire de la sensibilisation et surtout de voir ce qui s'y passe et de dénoncer certains abus. Il y a quelqu'un à bord? Nous sommes une association environnementale sur Bora Bora. Oui. Et on tourne un petit peu autour des prestataires. Alors, dans notre travail de sensibilisation, nous avons édité une brochure que nous distribuons aux nombreux plaisanciers qui visitent l'île et le lagon, en leur demandant notamment de ne pas laisser traîner des lignes de pêche la nuit, car les mantas évoluent souvent à faible profondeur. Et il n'est pas rare de voir des blessures sur les ailes occasionnées justement par des hameçons. On a beaucoup de mantas qui tournent dans le lagon et beaucoup de juvéniles, surtout en ce moment. Nous avons mis en place une patrouille lagonaire qui a pour objectif de ramasser les objets flottants. Nous mettons en place également des formations par rapport aux prestataires que nous avons sur le lagon. Vous allez voir, tout est très facile. Dès que nous serons sur le sable et que nous verrons des raies manta, vous mettez à genoux à terre, comme ça, ok? Il suffit de garder vos genoux écartés et de regarder le spectacle. Tout se passe ici. Les mantas tournent autour de cet endroit,
Elles viennent là pour 3 activités principales. D'abord pour se nourrir, pour se faire nettoyer et également pour les danses nuptiales. Surtout, ne touchez pas les coraux. Hein. Ok. La raie manta est un animal par nature curieux. Et donc, en général, quand il y a un plongeur sous-marin qui s'aventure sur son territoire, elle a tendance à venir voir ce que c'est, à s'approcher. Et si elle voit que l'individu ou le plongeur n'a aucun comportement agressif, elle va s'approcher de plus en plus et même voir jouer avec les bulles ou jouer, essayer de, peut-être pas d'interagir, mais de créer comme un contact. Il y a quelque chose qui se passe entre l'animal et l'homme, dans la mesure, bien sûr, où le comportement est très très calme et aucune agressivité. Quand on voit les mantas, pratiquement tous les jours, on se familiarise. On devient presque comme c'est de la famille. Et ça, on peut pas. Après, il y a un attachement qui se fait. Et lorsqu'on voit des hameçons qui sont accrochés dessus, où il y a un coup d'hélice sur la peau, ça nous fait très très mal. Au niveau des mantas, lorsqu'on les voit arriver, c'est un phénomène. C'est comme une soucoupe volante qui arrive tranquillement. Et on se sent apaisé avec ça. Et comme sous l'eau, on aime que ça se déroule vraiment dans la paix. Et quand on voit les mantas, on a toujours des frissons avec. On voit tout. On voit dans les regards. C'est cette adoption avec ces animaux qui font que on se sent bien. Magnifique. Des mantas, pas mal. Elles ont offert le grand spectacle, la feeding, c'est-à-dire nourrissage en fait, se faisait nettoyer, puis danse nuptiale, les trois activités on a eu là. C'est sympa. C'est magique, ouais, pas d'autre mot. Nous sommes venus à 2 mètres. J'ai des étoiles dans les yeux. And I kept finding my hand over my heart because it's like, it just takes your breath away. It's so beautiful. And they're so graceful, the way they move. And it's a very special thing to be able to share the ocean with them for a few minutes, you know? So I love it. You love it? Yeah. On est sur le site derrière Taupoua, c'est le site des raies pastenagues. Ça n'a rien à voir du tout avec les raies manta. Elles sont beaucoup plus petites. Et puis la différence, c'est que l'activité touristique, en fait, est basée sur le nourrissage de l'animal. Alors que les raies manta, on ne peut pas les nourrir. Elles se nourrissent de plancton et elles sont là pour d'autres raisons. Donc ce site a été créé. Les raies avant n'y allaient pas spécialement, ou peut-être pour se nourrir, mais de manière naturelle.
Et les prestataires de services ont commencé à créer le site en venant régulièrement apporter du poisson. Donc peut-être au début une première raie est venue, puis après une deuxième, une troisième, une quatrième. Puis en fait on se rend compte qu'elles s'apprivoisent très très facilement. Et enfin elles s'apprivoisent pas, elles se domestiquent on peut dire. Et donc maintenant elles sont conditionnées et dès qu'elles entendent le bruit du moteur, elles viennent sur place, elles attendent avec impatience la présence humaine. Et là on a pu voir, il y a des prestataires qui respectent plus les raies que d'autres, d'autres qui donnent des consignes plus environnementales que d'autres à leurs clients et on essaie de développer justement que les prestataires soient un petit peu plus responsables et qui responsabilisent aussi leurs clients. On a pu voir sur les bateaux un peu plus loin, sur les bateaux à côté, les gens s'accrocher aux raies, essayer de... C'est des choses qui se discutent auxquelles il faudrait essayer de remédier un petit peu pour respecter un peu plus l'animal. They're really soft, kind of slimy almost, but soft, and it doesn't hurt when their mouths come up to you. So. Yeah, it's fun. They're cool. Sneak up behind you and kiss on your back. Donc là on est sur Anao et on va sur le site d'Eremanta et puis on va essayer déjà de voir si on en voit et puis on va essayer de retrouver des mantas qu'on a déjà identifiés et je vais essayer de retrouver une manta, on m'a envoyé une photo récemment d'une manta qui a été blessée avec une ligne de mouillage, donc on va essayer de voir si on peut la retrouver, et si on peut éventuellement la libérer ou voir dans quel état elle est. L'aboutissement de notre démarche, en fait, ce serait de pouvoir légiférer sur la zone de Anao et créer une aire marine protégée. Le site représente une grande station de nettoyage, une station de nettoyage géante. Donc les raimentas se rendent sur place où elles peuvent passer 1 voire 2 heures à évoluer au-dessus du corail. À ce moment-là, ça invite les labres nettoyeurs à venir s'approcher des raimentas. La raimanta ouvre la gueule et les labres nettoyeurs vont nettoyer dans les branchies et ont pour rôle d'enlever les parasites des raimentas, ce qui apparemment est nécessaire à leur bonne santé. Alors à ce jour, j'ai identifié un peu plus d'une centaine d'individus depuis 2002. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas 100 raimentas dans le lagon de Bora Bora, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que depuis 2002, il y a eu une centaine qui sont passés par le lagon de Bora Bora. C'est-à-dire qu'on a toujours la population résidente et celles qui sont de passage, qu'on ne voit pas forcément d'une année sur l'autre. Donc là, on a le tableau des fréquentations des raimentas sur Anao. Donc ce tableau en haut, c'est le tableau des femelles. En bas, on a le tableau des mâles. Alors, le travail de l'association consiste principalement à créer des fiches d'identification pour chaque individu nouvellement repéré sur les sites de Anao. Voici la fiche de Ziggy, qui est l'individu que je suis depuis bientôt 10 ans. Ziggy, en l'occurrence, a une queue tordue, elle a une légère entaille à l'arrière de l'aile gauche, une grande marque sur le dos et peu de taches ventrales et des taches distinctives entre les branchies, qui sont uniques pour chaque individu et qui nous permettent de formellement les identifier et les différencier. L'identification photographique, c'est que ça permet déjà de dénombrer une population dans un endroit précis. Et après, au fur et à mesure des années, des observations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que sur Bora Bora, et apparemment dans les autres îles, ce sera à peu près le même phénomène, il y a une population résidente dans le lagon et une autre population dite migratrice ou de passage qui apparemment aurait, avec des occurrences plus fréquentes pendant la saison des amours, et manifestement elle viendrait pour se reproduire, s'accoupler, voire mettre bas.
Voici le film d'une journée très particulière, c'était le 12 octobre 2002, qui m'a permis d'identifier nettement une danse particulière qui était différente des danses que pouvaient avoir les mâles et les femelles quand ils interagissent pendant la période des amours. Et cette danse très particulière, j'ai pu l'observer avec Ziggy, qui est la femelle matriarcale, celle que je suis vraiment depuis presque 10 ans. Alors celle-ci, cette séquence est vraiment intéressante. On retourne avec la première femelle qu'on avait vue, celle qui a le lobe céphalique atrophié, paralysé, et la queue sectionnée. Ziggy est juste derrière, elle est au contact. Et on voit les mâles qui sont encore juste derrière Ziggy. Et ce qui est intéressant, c'est que les mâles sont complètement absorbés par la femelle. Je suis au milieu du groupe et les mâles ne s'occupent même pas de moi. Ils sont vraiment juste derrière Ziggy. Voilà, on la voit bien, elle est enceinte. Ziggy est toujours derrière cette femelle. Et là, on voit une autre femelle qui se fait nettoyer au loin. Et Ziggy va aller voir cette femelle-là et elle va lui provoquer une danse. On voit la femelle qui commence à se cabrer. Ziggy qui suit et les mâles, bien sûr, qui partent en danse. En fait, suite à cette journée-là, le lendemain, en me rendant sur le site, Ziggy n'était plus du tout sur le site. Le site était beaucoup plus calme. Et je ne l'ai revue qu'une semaine après et elle avait mis bas. Et les mois après, les observations des mois suivants ont permis de conclure qu'elle s'était accouplée aussi puisqu'elle était de nouveau enceinte. Le tour qu'on va faire ce matin, c'est à peu près le genre de tour qu'on fait quotidiennement avec la patrouille de l'association Manta Polynesia. On va partir de la plage Matira qui est ici, on va passer la pointe là où il y a très peu d'eau, on va continuer par ici et on va pousser jusqu'à Anao. Là, c'est le site des Raimanta. Salut Christophe! Comment tu vas? Comment tu vas? Très bien! Les Manta? La visibilité aujourd'hui, c'est pas super. La semaine dernière, c'était beau, hein? La dernière fois, 9, splendide. Magique. Merci pour le travail que vous faites. Hein. Je t'en prie. Bonne journée! Alors là, on est sur un site à la fois de snorkeling et à la fois de plongée. Beaucoup de bateaux s'y rendent puisqu'on est dans une zone très peu profonde. Et afin d'éviter que les prestataires qui faisaient leur propre mouillage avec des chaînes autour des patates de corail, on a mis en place des systèmes d'ancrage écologique qui sont plantés dans le sable et qui permettent de s'attacher à des bouées sans dégrader les fonds marins. La Raimanta est devenue un symbole au même titre que les baleines, les dauphins, un icône de la mer, de plus en plus populaire, donc pas forcément connu des plongeurs, mais maintenant connu du grand public, donc les snorkeleurs, qui représentent une activité touristique plus importante que la plongée sous-marine, eux aussi étaient demandeurs à vouloir observer cet animal. Attends,
Donc rapidement, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de plongeurs, beaucoup plus de bateaux de plongée et en même temps beaucoup plus de snorkelers. Donc ça faisait beaucoup de monde à la surface, beaucoup de monde sous l'eau, beaucoup de bateaux, beaucoup de mouvements. Et à cela se rajoute un développement hôtelier qui s'est orienté du côté de Hanao, à proximité même, avec des sites de construction vraiment très très proches. En 2007, quand les mantas commençaient à revenir suite à la première désertion de 2005, les travaux juste là ont repris et avec plusieurs pelleteuses, ils ont commencé à gratter la montagne pour gagner de la surface. Le problème, c'est que les percussions s'entendaient sous l'eau et il a fallu quelques jours pour que les mantas redisparaissent de nouveau et ne reviennent qu'en 2009. Le souci, maintenant, c'est que les travaux sont arrêtés, rien n'est construit et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont construire, qu'ils vont reprendre les travaux. Mais il est fort probable que le jour où ils reprendront les travaux, d'autant qu'il y a une marina qui est prévue d'être construite, les mantas partiront de nouveau. Alors la question c'est quel est le choix du territoire? Parce que la concession maritime qui a été délivrée, je crois que c'est une concession pour 15 ans. Et en 2007, il faut savoir que l'arrêt manta a été protégé, il y a une loi de pays a été votée pour protéger l'arrêt manta de catégorie 1. Donc c'est le seul poisson en Polynésie française à bénéficier d'un tel statut, d'une telle protection. Et en tant qu'animal protégé, est-ce qu'on est en droit d'accepter des constructions dans une zone aussi près d'un sanctuaire, d'une zone où on est sûr de pouvoir retrouver des mantas qui y sont depuis des dizaines, voire des centaines d'années? On constate tout ce qui peut être remblai sauvage ou pas, on se renseigne après si c'est des remblais sauvages ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un platier juste là, donc très peu de profondeur, donc il suffit de mettre un petit peu de terre pour gagner en surface et agrandir son terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un remblai et agrandir son terrain, il faut avoir une concession maritime, il faut faire une demande, il faut l'avoir, et après il y a des normes environnementales pour empêcher, encore une fois, que quand on fait du remblai, éviter que les sédiments ne se propagent dans tout le lagon et tuent tout le corail environnant. Donc souvent, ce qui se passe, les gens font des petits remblais, puis un an après, ils font encore un petit remblai, puis un an après, encore un petit remblai, puis à force de faire des petits remblais, ça fait un grand remblai. Mais tout ça sans autorisation. Donc c'est ce qu'on essaie de contrôler, de faire en sorte que ça se fasse avec autorisation et en respectant les règles environnementales. J'aurais du mal à être optimiste dans la mesure où ça fait 6 ans qu'on bataille pour avoir une zone protégée et on a du mal à avoir un écho vraiment favorable parce qu'on est entendu, on est écouté, mais je ne pense pas qu'on soit vraiment compris ou alors que ce soit vraiment une priorité. Bien sûr, il faut mettre en place un plan de gestion de l'espace maritime et qu'on appelle espace maritime protégé. Et en tout cas, nos ancêtres déjà nous ont appris comment il fallait gérer ce milieu. Il y avait les rahui, les fameux tabous de l'époque, où les sanctions étaient beaucoup plus sévères que les sanctions d'aujourd'hui. La peine de mort même faisait partie des barèmes de sanctions. Et je crois que le Polynésien doit réhabiliter cette culture de protéger son milieu, parce que cette espèce, comme d'autres, tels que les requins, tels que les tortues font partie effectivement de son milieu. Il faut vivre avec, protéger, développer surtout ces espèces pour éviter la disparition. Et la mise en place d'une zone protégée ou gérée dans notre lagon est vraiment capitale. Il semblerait actuellement qu'il y a un courant politique qui nous est favorable. Il faudrait quand même qu'on se mette, qu'on soit bien conscient d'un problème, que notre capital au niveau économie, c'est l'environnement, c'est le lagon ou l'environnement en général. On n'est pas comme les autres pays avec des ressources. Alors, nous, notre capital, c'est l'environnement et le tourisme.
Je suis d'accord aussi pour empêcher l'opposition entre le développement et la préservation de l'espèce. Il faut faire ensemble. Ça a toujours été ma ligne de conduite ici à Bora Bora, de faire du développement un élément important d'aide à la connaissance de notre milieu, de cette espèce, et pourquoi pas, comme on l'a fait avec le conseil municipal, faire de Bora Bora la première île pour protéger cette espèce. Pour être honnête, j'ai l'impression d'être confronté à un langage de sourds. D'un côté, il y a une volonté officielle et politique de s'engager pour l'environnement, et puis d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de mesures concrètes. Alors dans certains endroits du monde, comme aux îles Maldives, des scientifiques ont fait une étude et ont essayé de chiffrer ce que pouvait engendrer comme revenu à une économie touristique un animal tel que la raie manta. Donc les conclusions en sont que si un pêcheur capturait une raie manta, qu'il la revendait, ça lui rapporterait 125 $, alors qu'une raie manta seule, vivante, génère à peu près pour l'économie du pays 25 000 $ par raie manta. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et des discussions que j'ai pu avoir avec certains scientifiques, comparativement aux îles Maldives où ils ont énormément de raie manta, ici en Polynésie française on en a beaucoup moins, notamment à Bora Bora. Il est certain que la valeur d'une raie manta à Bora Bora dépasse largement les 25 000 $. La raie manta, en particulier, est un animal, quelque chose de magique et à la fois passionnant et envoûtant. Parce que d'abord, c'est un poisson, mais qui nage pas vraiment, puisque de sa manière de se déplacer, on peut dire qu'il vole. C'est vraiment un poisson volant, parce qu'il bat des ailes. Et puis de par sa taille, de par sa majesté, de par sa grâce, et puis de par en plus son côté à la fois impressionnant mais aussi inoffensif, parce que la raie manta, contrairement aux légendes qui peuvent être véhiculées, est complètement dénuée de toute agressivité, ni même elle n'a aucun moyen de blesser qui que ce soit. Son seul moyen d'échapper aux prédateurs, c'est la fuite. Par son envergure, en 2-3 coups d'aile, on ne la voit déjà plus.